Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue ici au Cirque électrique pour cette rencontre qui est la dernière de la série de rencontres qu'on a organisées pour le printemps anniversaire de la Fabrique qui fête ses 25 ans cette année. Et on est très 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 heureux d'accueillir Tariq Ali et Graham Anderson ce soir. Graham Anderson qui est historien, qui a écrit à la Fabrique un livre qui s'appelle La guerre civile en France 1958-1962, qui raconte les origines militaires de la Ve République. Et puis Tariq Ali, qui, s'il faut le présenter, un intellectuel et un militant politique de premier plan britannique, un pilier de la New Left Review, des éditions Verso, et puis un grand écrivain dont les livres, les essais, les romans sont traduits dans plusieurs langues, et en français, notamment à la Fabrique et chez Sabine Weisspizer. Voilà. Et il se trouve qu'on vient de publier un livre de Tariq Ali qui s'appelle Churchill, sa vie, ses crimes. Un livre dont il ne sera pas question directement ce soir, mais dont je voulais dire un mot parce qu'évidemment il y a un lien avec la discussion de ce soir. C'est un livre qui est un portrait à charge de Churchill et de son action politique. Et puis il y a aussi un tableau de l'époque où il a été aux affaires. Et c'est un livre qui montre que l'impérialisme a été l'aiguillon de toute son action, avec des conséquences désastreuses pour les populations qui en ont subi les conséquences. Churchill est l'architecte du monde dans lequel on est encore, qui s'élabore en grande partie dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dont il est beaucoup question dans le livre aussi. Et puis, le livre montre aussi que le mythe de Churchill, d'abord que c'est un mythe, le grand dirigeant européen qui a presque sauvé l'Europe du nazisme, d'abord que c'est un mythe, et puis que c'est un mythe qui a été inventé et propagé par Thatcher et d'autres au moment de la guerre des Malouines, d'un moment de réminiscence de l'impérialisme britannique, où il fallait en quelque sorte ressusciter son âge d'or. Alors qu'il était déjà évident que l'impérialisme britannique avait décliné et qu'il était à la remorque d'un autre impérialisme, celui des États-Unis, dont l'OTAN reste aujourd'hui l'opérateur principal sur le plan militaire et politique. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Et puis il y aura ensuite un échange avec la salle. Lovely. Thanks so much, Jean, for that introduction, and thank you all for coming this evening. Our subject, NATO, was founded in 1949 as an anti-Soviet military alliance. Its purpose, as its first Secretary General, Hastings Imlay, supposedly said, was to keep the Russians out, the Germans down, and the Americans in. That is to say, to keep American forces in Europe. When the Soviet Union dissolved in 1991, and with it the Warsaw Pact, its antagonistic military alliance, many predicted that NATO too would be disbanded. It had served its objective. It even perhaps prevailed in the conflict between the West and Soviet communism. Of course, it didn't dissolve. NATO, far from disappearing, has not only persisted but expanded from 12 founding members, to now over 30, stretching up to the borders of Russia. Its activities, too, have changed in character since the end of the Cold War. From a supposedly defensive alliance, it has transformed into a kind of roving interventionist cartel, waging war from the Balkans to Afghanistan to North Africa. Most recently, the alliance is engaged in what American leaders openly refer to as a proxy war against Russia on the soil of Ukraine. So to start us off tonight, I wanted to ask you, Tariq, how you perceive the origins of the Russo-Ukrainian war and the role of NATO in its outbreak and conduct. I'll translate. 1949, yeah?
Ok, donc merci pour votre présence. Donc notre sujet, c'est l'OTAN, organisation créée en 1949, dont les objectifs donnés, soi-disant, enfin, il paraît par son premier secrétaire général, étaient de exclure les Russes, soumettre les Allemands et inclure les Américains, c'est-à-dire faire en sorte que les Américains restent en Europe, leurs troupes restent en Europe. Quand le communisme soviétique s'est écroulé en 91 avec le pacte de Varsovie, beaucoup de gens avaient prédit que l'OTAN avait fait son histoire, son rôle a été joué et que l'OTAN allait aussi s'éclipser. Mais le contraire s'est passé. L'OTAN s'est élargie, passant de 12 membres à 30 membres, et est devenue une espèce de cartel interventionniste itinérante pour mener des guerres des Balkans au Moyen-Orient à l'Afrique du Nord. Et cet élargissement s'est étendu jusqu'aux frontières de l'ancienne, de la Russie. Et maintenant, l'OTAN est impliquée dans ce que certains Américains disent ouvertement est une guerre de procuration en Ukraine contre les Russes. Donc d'abord, je voulais, ayant posé ces balises, je voulais commencer par poser des questions à Tariq Ali. Dear friends, I'm sorry for being late. We had very bad traffic today. But before I say anything to the question on Ukraine, I would just like, on behalf of Verso Books, of which I'm the chair in London, to express our solidarity with La Fabrique and the episode that took place in London where the police stopped a comrade from Fabrique, took over his computer, etc., which created a huge scandal. And we have collectively, as progressive publishing houses, fought back. And I hope we are within sight of victory. I think the police will have to withdraw all charges. They might even be compelled to make a statement saying they went too far. We shall see. But this also typifies the hostility, the increasing hostility to newspapers, magazines, publishing houses which do not accept the traditional conformist view of what is happening in the world. I don't think it's an accident that they targeted this particular publishing house. So I'm very happy to be here with you to mark this anniversary. Donc d'abord, je m'excuse pour mon retard. Il y avait beaucoup de circulation, comme vous savez, à Paris aujourd'hui. Je voulais commencer, avant d'aborder la question de l'Ukraine et de l'OTAN plus directement, je voulais commencer par exprimer au nom des éditions Verso, dont je suis le chairman du board, notre solidarité politique absolue avec les éditions La Fabrique. Je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé récemment à Londres, où un représentant des éditions La Fabrique a été arrêté par la police antiterroriste. Il a été détenu pendant 24 heures. Son téléphone et son ordinateur portable ont été confisqués. Ils le sont toujours. Donc, je pense que la police britannique s'en mord les doigts parce que ça a créé un énorme scandale. Personnellement, je pense qu'on peut même s'attendre qu'ils vont être obligés de s'excuser. Mais cet événement
démontre aussi l'intolérance croissante qu'il y a envers toute forme de presse ou de maison d'édition qui exprime des points de vue dissidentes ou hétérodoxes dans cette conjoncture actuelle. Let us just examine briefly what has happened to the world since the collapse of the Soviet Union and the coming down of the Berlin Wall. In my opinion, there were some people, including many senior figures in the United States administration, who talked about the peace dividend, who talked about a world now in which only there would be peace, no more wars, but we saw exactly the opposite taking place. And a very important United States academic, Chalmers Johnson, who had previously worked for the CIA and written documents for them on the Far East, on which he was a specialist, wrote a book, and 1 year before 9/11, and in this book he spelled out his theory that given what the United States had done to the world, there would undoubtedly be revenge strikes by its victims. And this book was not read before 9/11. After 9/11, it went straight on to the bestseller lists. So the question was no longer whether there would be a peace dividend. The question suddenly became, how was the United States now going to react to the world and in the world at large? It wasn't a question of going back to the period of American imperialism before the collapse of the Soviet Union, but the fact that the Russian-Soviet system collapsed did not mean, and I stress this time and time again, that the American system was also going to collapse and abolish its pacts and treaties and just behave like a normal country. I said this is not going to happen because for the first time in the history of the world, do you have a situation, a global situation, where there is only one large imperial and dominant power, and it will not give up this standing in the world easily. Donc la question qu'on examine aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le monde depuis l'écroulement du communisme soviétique. Après l'écroulement du mur de Berlin, plusieurs personnes, y compris des gens très élevés dans l'administration américaine, ont proposé l'idée que ce qui allait advenir, c'était une époque où on pourrait bénéficier des soi-disant dividendes de la paix. C'est-à-dire que la fin de la guerre froide, il y aurait des bénéfices économiques par le biais du fait que la concurrence militaire allait s'arrêter et qu'une nouvelle époque allait s'ouvrir. Mais en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Et donc, on doit examiner exactement ce qui s'est passé. Je voulais citer en passant un ouvrage par un Américain, un écrivain américain qui s'appelle Chalmers Johnson, qui a travaillé pour la CIA, qui a écrit des documents pour eux, qui étaient en lien avec eux. Et un an avant le 11 septembre 2001, avait écrit un livre où il a expliqué que le développement de l'impérialisme américain et ses crimes dans le monde allait susciter un retour de bâton, des actions de vengeance. Et ce livre a été complètement ignoré à sa publication, mais bien sûr, après le 11 septembre, c'est devenu un best-seller. Alors, la question, c'est pas de soutenir l'idée que l'impérialisme américain va revenir à ses formes originelles, ces formes qui existaient avant la guerre froide. Mais je pense que c'est très important de souligner que le fait, je l'ai fait de façon systématique, que la fin de la guerre froide
ne voulait pas dire que l'Empire américain allait se dissoudre, comme beaucoup de gens ont dit, qu'il allait décliner et que les alliances et les formes d'action de cet empire allaient simplement se dissoudre. So this is the situation that has been going on now since 9/11, which the United States used to reassert its position and increase it even on a global scale by becoming a dominant power, by challenging the sovereignty of other countries, and by more or less saying to other countries, you cannot do anything unless you get our approval. So when Russia, as far as it concerns Russia, Yeltsin and later Putin got US approval to attack Chechnya, to take over Chechnya completely, to destroy Grozny, the capital of Chechnya, as a city, and every single Western government supported it. Why did they support it? Because the Chechens were Muslims. They came from that tradition and from that background. And the Western leaders said, the Chechens, they're all terrorists. It's a good job Putin is doing. Tony Blair flew to St. Petersburg to give his support and approval for the Russian war being waged by the leaders of Russia against the Chechens. So that was fine. No problem at all. No one protested except a handful of people against the invasion of Chechnya. I'm very proud that Verso, we put out a book attacking that war and demanding that if all the other little countries who formed the Soviet Union, like the Baltic states, could be independent, why not Chechnya? What was the problem there? We were in a complete minority. Alors, nous sommes dans une époque, la raison pour laquelle je pense que l'Empire américain ne va pas se dissoudre, c'est parce que nous sommes en fait dans une époque, une période absolument inédite historiquement, où il y a un seul pays impérialiste qui a le monopole de force. Et ce qu'on voit depuis le 11 septembre, c'est effectivement l'Empire américain en train de s'élargir, de se consolider, de faire ça aux dépens de la souveraineté de nations. Je veux prendre l'exemple de ce qui s'est passé en Russie après l'écroulement du communisme avec Yeltsin. Comme vous savez, Boris Yeltsin a déclaré la guerre contre la Tchétchénie, mais pour le faire, il a demandé l'appui, le soutien des puissances occidentales, y compris les Américains. Et ils ont donné absolument sans problème leur soutien à cette guerre impitoyable qui a mené au fait que la capitale Grozny a été rasée sans problème. Pourquoi ? Tout simplement parce que la population tchétchène est d'origine musulmane et pour des dirigeants comme Tony Blair qui est allé directement en Russie pour donner son soutien directement en personne à Yeltsin, ce genre de guerre ne posait aucun problème pour eux. Personnellement, je suis extrêmement fier qu'aux éditions Verso, nous avons publié un livre contre cette guerre et appelant au fait que si d'autres ex-républiques soviétiques, comme les ex-républiques soviétiques baltiques, ont pu déclarer leur indépendance, alors pourquoi dire que la Tchétchénie n'aurait pas droit au même droit d'autodétermination? Il faut dire que quand on a publié ce livre, on a été dans une très petite minorité. Since that period, the United States, despite promises to the contrary, have built bases in all the old Eastern European countries, so that most of them are now what we could call US satellites. And the last aim of this exercise was to make the Ukraine, which is a very special case,
Gray on my left has just edited a book on it, which would be very useful in explaining the different histories that are dominating the discussion on Ukraine. But having got all the rest of Eastern Europe, the NATO-US alliance, backed by the EU, wanted the Ukraine to completely isolate Putin on his borders, and in a country where half the population spoke Russian for a long, long time. It's not the usual Eastern European state. And they provoked. Angela Merkel said the Minsk Accords were a joke. We simply did it because we had to. There was no real intention to have a peace deal with the Russians on the Ukraine question. This is the German Chancellor who was negotiating all these things, and that is the view. That is what NATO were up to, keep Putin at a distance. Finally, Putin went, he really did go crazy, and he said, enough is enough, and declared war. It's not a war that I support or any of us support. How could we support a war like this? But you have to understand the causes and the origins of the war. Had NATO accepted, or the United States, because when we say NATO, in effect, it's the United States, accepted a deal on the Ukraine, a reasonable, rational deal, the war wouldn't have taken place. I'm not saying the war was justified, but you have to explain why things happen, even when you don't support them. Very important. And the result of this has been total political chaos in the world, first, and secondly, within Europe. Alors, donc ce qu'on a vu depuis le 11 septembre, c'est un processus où, en contredisant complètement leurs promesses, les États-Unis ont éparpillé parmi toute l'Europe de l'Est des bases militaires. Jusqu'au point où on peut dire que c'était un processus de satellisation des pays de l'Est. Si on veut parler concrètement de la question de l'Ukraine, et là je veux juste souligner le fait que mon camarade Gray Anderson est en train de diriger un livre collectif de textes qui mettent en contexte l'histoire de la guerre en Ukraine et l'élargissement de l'OTAN, qui va sortir prochainement chez les éditions Verso. Quand on parle de l'Ukraine, il faut comprendre que c'était un cas assez spécial. Ce n'est pas un cas qu'on peut simplement rabattre sur les autres pays de l'ex-bloc soviétique. C'est quand même un pays où, jusqu'à récemment en tout cas, 50% de la population était russophone. On a vu dans cette période une politique de provocation constante envers la Russie par les Américains et par l'OTAN, jusqu'au point où même Angela Merkel, qui était la chancelière allemande, comme vous savez, a proclamé que les accords de Minsk étaient des foutaises, en gros. Que c'était des accords qui n'avaient aucune valeur. Personnellement, je pense que il faut être clair que si les Américains, on peut dire l'OTAN si on veut, mais c'est vraiment les Américains, avaient voulu faire un accord réel avec la Russie sur la question de l'Ukraine, on ne serait pas dans cette situation de guerre en ce moment. Bon, après, c'est vrai que Poutine a perdu ses moyens et a déclaré cette guerre qu'on connaît en ce moment. C'est bien sûr pas une guerre qu'on peut soutenir, mais je pense que c'est très important, même quand on parle de choses qu'on ne soutient pas, comme cette guerre en Ukraine, de comprendre de façon très lucide les causes et le contexte. And so we have the United States now
in total charge of NATO and its member states, with only Turkey slightly resisting. All the EU states within NATO have effectively capitulated and built up a hysterical campaign in which it is almost not possible to seriously discuss the Ukraine. To raise any criticisms is regarded as unacceptable. To say that Zelensky is an unfortunate but not a serious politician trapped in this situation is unacceptable, because he's the new Churchill. And he promotes himself as the new Churchill because he doesn't really know what Churchill did. And so no criticisms permitted. And the big debate now within the West is expand the war, send weapons, send money to the Ukrainians, which NATO is already doing, by the way. I mean, this war could not be fought without NATO. Or try and sit down round the table with the Russians and see what solutions are possible. I mean, any sane person, seriously, would say, sit down with them, the war's gone on, it's not gone well for the Russians, they've suffered serious defeats, and see what we can offer. This is the position of Brazil, this is the position of India, this is the position of China, this is the position of half of South America, this is the position of the Vietnamese, who know a few things about war. But this is not the position of Europeans. And to those Europeans who don't fully understand and just follow their leaders, one has to ask, is what Putin did and to the Ukrainians worse than what the Israelis are doing to Palestine, what the American and British supported forces are doing in the Yemen, what the American NATO forces are doing in Somalia, what NATO did in Afghanistan, a war that NATO called Operation Enduring Freedom? What is the difference? Now, this, you know, is a view from myself and from some people on the left. To my astonishment, 2 days ago, the former British Foreign Secretary, David Miliband, who initially supported the Iraq War and was Tony Blair's Foreign Secretary, came out and said that there's an irrationality in the air and mentioned what I've just mentioned to you. He said, well, what is better? Why are the wars? And he mentioned Palestine. He said, why is the war in Palestine better than what is going on there? And he said it in a mild way, but he said it. And he said the double standards of the West have now become a standing joke in Africa. So slowly things are changing. And that is why this question of Ukraine becomes extremely important. You know, in the last century, when the First World War broke out, August the 14th, the Socialist parties split with each other and decided to fight for their respective bourgeoisies. And they did till the war began to go badly, and then you saw mutinies and revolutions, etc. But that day, or that year, August the 14th, was a litmus test for people in terms of wars. And since 9/11, we have had a lot of mini August 1914s. We had it with the Yugoslav Civil War, which was unnecessary and which could have been stopped very early, but NATO wanted to test itself, advance and said, this is a role for us. So they supported the one side in that Yugoslav Civil War and bombed Belgrade, bombed the Chinese embassy, bombed lots of other towns to assert their power. At that time, the Russians were fine, because had the Russians given the Yugoslav government its latest anti-aircraft equipment, all these, or many of these planes would have come down.
And the Germans didn't have to make new maps to send their Luftwaffe to bomb Belgrade. They'd done it before in the Second World War. So they dug out the old maps, merged them with the NATO maps, and went in for a new game. So that is the situation we are in. The West is united for the time being, but the West is divided from the rest of the world. So it is the duty and task of citizens in these Western countries to read up the facts and not to accept blindly, without questioning, what is going on. I mean, this is a slightly larger August 1914 for the European citizens, because till now there's been very little criticism coming from any serious level within the parties. And so, you know, we fight back. We shouldn't just accept the rubbish that is being talked, because it's, apart from anything else, it's completely unrealistic. Donc, cette guerre a créé du chaos au niveau mondial, bien sûr, et aussi au niveau européen. Mais pour parler plus spécifiquement de l'OTAN, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis ont consolidé leur hégémonie au niveau de l'OTAN, avec une exception partielle, si on veut parler de la Turquie. Sinon, dans les pays européens, on a vu une campagne qu'on peut caractériser d'hystérique autour de la question de l'Ukraine. Souvent focalisé sur le personnage de Zelensky, dont on n'a plus le droit de le critiquer, même de souligner le fait que bien qu'il soit dans une situation très malheureuse, ce n'est pas un grand politicien. Lui, il se pense comme le nouveau Churchill, peut-être parce qu'il ne connaît pas les vrais faits derrière l'histoire de Churchill, voir mon livre, publié par La Fabrique. Donc, on voit une campagne hystérique et un choix qui est ouvert devant nous, entre deux possibilités. Intensifier la guerre en donnant de plus en plus d'armement aux Ukrainiens, ce que font déjà les pays de l'OTAN et les États-Unis, mais continuer à le faire, ou bien se mettre autour d'une table avec les Russes, déjà pour voir quelles solutions sont possibles. Ça, c'est la position, l'idée qu'il faut se mettre autour d'une table, étant donné que la guerre a eu lieu, que cette guerre a été désastreuse, surtout pour les Russes, voir avec eux si d'autres solutions ne sont pas possibles. Ça, c'est la position des pays comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Chine, comme le Vietnam, dont je vous rappelle qu'ils ne sont pas du tout des néophytes en matière de guerre. Parce que la question évidente, c'est en quoi cette guerre-là est pire, qualitativement différente des guerres qui se passent ailleurs dans le monde. On peut citer la Palestine, on peut citer la Somalie, on peut citer la guerre menée par l'OTAN en Afghanistan, sous la bannière de la liberté endurante. Donc ça, c'est la position, bien sûr, de gens de la gauche radicale comme moi. Mais pas seulement. J'étais très étonné de voir que récemment, David Miliband, qui était sous le gouvernement travailliste, un blairiste invétéré, et qui était le ministre des Affaires étrangères, qui, dans une conférence, a souligné ce fait qu'il y avait une perception de quelque chose d'irrationnel, de deux poids et deux mesures sur cette question. Et souligné, il a même mentionné la Palestine en passant, que cette perception est très très prégnante, surtout dans les pays de l'Afrique. Je veux vous rappeler qu'en août 1914,
août 1914 était un test radical. Parce qu'en août 1914, la déclaration de la Première Guerre mondiale a divisé le mouvement socialiste, social-démocrate, et la grande majorité des partis socialistes ont soutenu leur propre gouvernement dans cette guerre. Trahison bien connue. On peut dire que ce qu'on subit depuis plusieurs décennies, c'est des mini-août 1914. Des tests comme ça, des tests politiques à un autre niveau, mais des tests politiques similaires. On peut citer par exemple ce qui s'est passé en Yougoslavie, dans la guerre civile. Une guerre civile qui était évitable, qui n'était pas du tout inévitable, mais dans laquelle l'OTAN voulait rouler ses mécaniques, voulait tester ses capacités, et donc a bombardé Belgrade, a bombardé l'ambassade chinoise. Il faut se rappeler de ce fait. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, les Russes étaient du côté enfin, ils n'ont pas posé de problème pour l'OTAN à ce moment-là. Si les Russes avaient donné des armes anti-aériens comme les Ukrainiens aujourd'hui, ça aurait été pas la même histoire. Et la Luftwaffe allemande n'a pas dû changer de carte pour faire ces bombardements. Ils ont pu utiliser les mêmes cartes qu'ils ont utilisées dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a ces situations où le camp occidental est unifié pour le moment, mais est fondamentalement divisé par rapport au reste du monde. C'est le Ouest contre le reste. Et je pense que c'est un comble à la responsabilité des citoyens dans ces pays, dans ce camp occidental, au moins de s'informer et de comprendre les enjeux et l'histoire et le contexte de ce qui se passe. One of the striking things about the present conflict, I think, is how much freer debate is in the United States over the war by comparison with Europe, as you mentioned, Tarek. In the U.S., criticism of NATO and American support for Ukraine is not limited to the left. The political scientist John Mearsheimer has influentially argued, first, that the Ukraine crisis since at least 2008, when at a NATO summit in Bucharest, George W. Bush promised that both Ukraine and Georgia would be members of NATO, through to the 2014 crisis, is, in his view, the West's fault. He also argues that the bellicosity of NATO policy and NATO expansion since 1991 is a mistake, a blunder, even from the perspective of America's ruling class. This is an act of hubris born out of what you described as the unipolar moment. One might also argue, though, that the U.S. has done quite well out of the conflict so far. It's weakened Russia, an adversary. It's brought the Europeans to heel, perhaps brigading them for a new Cold War against China, selling liquefied natural gas at fantastic prices, and its armaments industry is booming. The question I want to ask is, which view do you find more plausible? Is this war from the perspective of American empire a mistake, or is it rational? Yeah. Donc la question que je voulais poser à Tariq, c'était celle-ci. On peut constater que le débat sur l'Ukraine aux États-Unis est beaucoup plus libre que celui qui se passe en Europe, qui a beaucoup plus de marge de manœuvre sur cette question. Et pas seulement dans la gauche. Il y a des figures comme John Mearsheimer, figure des cercles qui pensent la question de la politique internationale des États-Unis, qui n'est pas du tout figure de la gauche, qui constate, pour lui en tout cas, que tout le processus
qui va de 2008, où George W. Bush a promis, non, George Bush plutôt, a promis, George W. Bush, pardon, a promis à Bucarest que la Géorgie et l'Ukraine allaient pouvoir postuler comme membre de l'OTAN, jusqu'à la crise de 2014, que tout ce processus est la faute de l'Occident, du camp occidental. Et qui pense aussi que la politique belliqueuse des États-Unis, en surplus, est une erreur par rapport aux intérêts étatiques des États-Unis, les intérêts de l'État des États-Unis. Alors, la question que je voulais poser à Tariq, c'est, on peut prendre ça en compte, mais d'un autre point de vue, contraire, on pourrait penser que ce qui se passe en ce moment constitue plutôt une victoire pour les États-Unis. On peut voir que, par exemple, bien sûr, les Russes sont les premières victimes, mais que aussi, par ce biais-là, les États-Unis ont réussi à rallier les Européens, peut-être pour une éventuelle nouvelle guerre froide contre la Chine qui va advenir. On peut voir qu'ils se font plein de fric sur la question du gaz naturel liquéfié. On peut voir que leur industrie de la défense se porte très très bien. Donc voilà la question que je voulais poser, Tariq. Est-ce que cette guerre est plutôt une situation triomphante pour les États-Unis? Juste une petite précision. On ne peut évidemment pas dire que les Russes sont les premières victimes. Je disais que la Russie est affaiblie. I don't think that the United States were fully prepared for this particular conflict. I think that they hoped that they could take the whole of Ukraine or even do a deal with Putin. Biden said we would have agreed if he had kept the Donbass and the Crimea. Why does he want the whole thing? Meaning there was a deal possible, and Putin basically wrecked the deal. Now, who knows who wrote those lines for him, because he himself is not in a good way. But the fact is that the guy who is now head of the CIA, who is a more authoritative figure because of that position than John Mearsheimer, who's an intelligent realist, the head of the CIA 6 years ago was the head of the CIA in Moscow, in Russia. And he wrote a document in which he warned his country of not provoking the Russians too much. He said there is a red line, and if we cross that red line, there could be disaster. But they did cross that red line, effectively, after they toppled an elected government in 2014 through a series of mobilizations, some of which were paid for by the United States, and then they went on the offensive. So everything their most intelligent people had told them about, they did. Saying, don't do, they went and did. And the result is what we see. I think the situation economically is good, as Gray pointed out, for the United States now. They're taking full advantage. Ideologically, they're in a strong position because for once they did not invade a country as such, but Putin did it, so they feel they can use that fact as well. But, you know, in the end, you have to just understand, and they know that, the US Pentagon knows that very well, that Putin still has a nuclear armed force and a nuclear armory, which is virtually the equivalent of that of the United States. That's one thing the post-Soviet Russians didn't forget. And when the Russians say, and especially the
sort of English lapdogs of the United States, say, barking constantly in approval. And they know full well the English, that they can't do anything without American approval. So they're not an independent state. Britain has no sovereignty in foreign policy as such. But they go one step beyond the US to test the waters. Let's send troops. Let's do this. Let's send more money. There are already British troops operating there, commandos. So that is what the British are used for. I think within the United States there is a serious opinion within the Pentagon and within the state bodies saying we have to think very hard now before how we move forward. Negotiations should not necessarily be seen as a defeat. It depends what you get out of the negotiations. They're talking about possibly reaching an agreement where United Nations troops, which will consist of NATO troops and Chinese and Indian troops, to come and police the situation, etc., etc. So I think they haven't decided on all-out war as such, and we should try and make it less easy for them to decide on that by speaking up. I mean, some of the Europeans have expressed concerns of a mild sort, but not too many. Europe is pretty solid. And the Europe that isn't part of NATO wants to become part of NATO and is becoming part of NATO. So in fact, the Americans, with the Ukraine a contested issue, will probably still become a NATO EU. As it is, you can't join the EU unless you join NATO as well. That's the new rules. So the NATO EU Western section has already been strengthened, quite solidly. Je ne pense pas que les Américains s'attendaient à cette guerre spécifiquement. Je pense que certains ont sous-estimé les ambitions de Poutine. On peut se baser là-dessus sur des déclarations faites par Biden. Après, je ne sais pas qui a écrit ces déclarations parce qu'on sait que Biden n'a pas l'air d'être complètement en contrôle de ses capacités. Mais bon, dans cette déclaration, il avait parlé de la possibilité d'un accord qui excluait, l'intégrité territoriale à l'Ukraine par rapport au Donbass et la Crimée. Donc, il s'attendait peut-être à un autre type de guerre. Il faut souligner que ce qui est intéressant, c'est que le chef actuel de la CIA, il y a 6 ans, était le chef du bureau de Moscou de la CIA. Et à ce moment-là, il a écrit un document intéressant où il a prévenu les Américains qu'il ne fallait pas trop aller chercher les Russes, en tout cas sur certains sujets, qu'il y avait des lignes rouges qu'il ne fallait surtout pas traverser. Il ne fallait pas... bon, on peut voir qu'à partir de 2014, avec ce qui s'est passé en Ukraine, où un gouvernement démocratiquement élu a été renversé, y compris par des mobilisations dont certaines ont été financées par les Américains, que cette ligne rouge a été dépassée. Bon, c'est vrai que économiquement, comme dit Gray, les États-Unis se portent bien par rapport à la guerre en Irak, en Ukraine, et que idéologiquement aussi, ils ont gagné une victoire, c'est-à-dire pour une fois, c'est pas les États-Unis qui ont envahi un autre pays, c'est la Russie. Mais ils doivent quand même se rendre compte qu'il y a des limites à cette victoire. Et c'est quelque chose qui est très pris au sérieux par les vraies têtes pensantes dans l'administration américaine militaire et diplomatique. Il faut prendre en compte quand même le fait que la Russie a un arsenal nucléaire extrêmement impressionnant, presque à l'égal
de celui des États-Unis, quelque chose sur lequel les dirigeants russes post-soviétiques n'ont pas cédé. Et donc il y a une espèce de division de rôle par rapport aux Britanniques, par exemple, qui n'ont aucune vraie souveraineté et qui se comportent comme des chiens fidèles des États-Unis, mais qui se donnent la possibilité d'aller toujours plus loin dans leurs déclarations, dans leurs revendications, pour essayer de tâter le terrain. Qu'est-ce qui est possible? Plus d'armes, plus de formation de militaires, plus d'avions, etc. Mais je pense qu'il y a quand même des gens, des esprits plus équilibrés dans l'hiérarchie militaire, la Pentagone, etc., aux États-Unis, qui se posent des vraies questions sur cette guerre. Et qui se disent qu'il va falloir à un certain moment négocier. Il y a des discussions autour du fait qu'il y aurait peut-être un accord qui serait dans lequel des troupes de l'ONU, tenues par l'ONU, et dans lequel il y aurait des troupes du camp occidental, mais aussi de la Chine et de l'Inde pour garantir cet accord. Pour le moment, le camp européen est presque complètement unifié. Et le camp européen en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire les pays de l'Est, veulent adhérer à l'OTAN. Et maintenant, nous sommes arrivés à une situation où on ne peut plus parler simplement de l'OTAN ou l'Union européenne, on doit parler de l'Union européenne-OTAN. C'est devenu un seul organisme, en fait. Nous sommes dans une situation où, en fait, on ne peut pas postuler pour être membre de l'Union européenne sans faire partie de l'OTAN. Donc là, on est arrivé à une vraie hégémonisation de la situation de l'Union européenne par les États-Unis avec cette convergence entre l'Union européenne et l'OTAN. Yes, I fear we're running a bit late, Martin. So we'll open this to the floor for questions, if anyone has any. Donc comme on est un peu en retard, on va peut-être ouvrir à des questions de la salle. Si ça vous va, s'il y a plusieurs questions, j'en prends 2, 3 d'un coup et comme ça, on fait des réponses collectives. Essayez de faire des questions les plus brèves possibles pour la faciliter la traduction. Hi, good evening. I was wondering what was your take on the current de-dollarization that is happening and the growing Chinese hegemony, which is one of the main powers that is working towards peace in Ukraine. Thank you. Okay. Donc ça, c'était une question sur vos points de vue sur la dédollarisation et la puissance croissante, semble-t-il, de la Chine, qui est un des pays qui pousse vers une forme de paix en Ukraine. Bonsoir. Je voudrais savoir par où pourrait passer une faille dans l'unanimisme occidental. Et je me demandais, moi, est-ce que ça ne pourrait pas venir de l'Allemagne, qui, en Europe de l'Ouest, est un pays qui perd gros avec cette guerre par cette invasion de l'Ukraine par la Russie et le renforcement de la mainmise des États-Unis sur le continent européen. Est-ce que ça serait par là qu'il faudrait chercher, selon vous, ou ailleurs? Should we see Germany as a kind of weak link in the chain because they're big losers from the situation? Is that a way that we can get out of the unanimity?
Okay, the first question on dollarization. This question comes up whenever there is a conflict between the United States and some part of the world. The question of dollarization comes up whenever the United States is in conflict with another country. It's almost wishful thinking. It's not easy to pull this off. It may happen at some stage, but it's certainly, I really would stress this, that the attempts to create a new world currency is not a cause for any war so far. One should realize that. The competition with China actually is more straightforward in classical terms, that the United States, if you remember, because of its desire to cut down Russia, wooed the Chinese. They went after the Chinese, said, you help us, we'll help you, and the Chinese did that. So for many years after Deng Xiaoping's assumption of power, investments flowed, the Chinese economy boomed, the American capitalist class was delighted to find a working class way out of the United States in China, a working class that gave them no trouble at all. So that is where the American working class went, to China, not in reality, but in effect. And so relations were very good. And then at a particular time, and it's interesting, you can trace with both Russia and China, it's when they asserted their sovereignty as independent nation states, including being very large nation states, that the United States decided to feel awkward, begin to think about restrictions. China is, responsible for shifting the focus of the world market from Europe to Asia. I mean, that's not a small thing. So they are resentful now, and the Europeans have followed suit. The United States gives an order and the Europeans bark in approval. All these countries in Europe, most of them, the Germans haven't gone that far, were saying, fine, yes, let's block China, let's block the Huawei communication networks, let's do this. Why? To bring the Chinese down a bit, and for the United States to show the Chinese, look, you've developed economically, but we're still the power. That effect, when the Chinese leadership said, we will do what our national interests require, like you do, as you tell us what your interests require. That's why you do it, and that's why we will do it. So Putin did as well. That is when the hostility became great. In the case of China, of course, it's not in an economic mess either. I mean, it's been weakened, but and still, if you read the Financial Times, the Chinese economy is pretty strong. So it's effectively a war of position, we could call it that, at the present. Donc sur la première question, la question de la dédollarisation, c'est un vieux serpent de mer qui ressort à chaque fois qu'il y a un conflit international. Je pense qu'il faut être lucide sur la question. C'est pas une mince affaire, ça va pas se faire comme ça. Et il faut pas se raconter des histoires. Et pour le moment, il n'y a pas eu de conflit militaire créé par le fait des tentatives de créer une autre monnaie mondiale. Par rapport à la question de la Chine et de la compétition, la concurrence avec la Chine, rappelons-nous que pour affaiblir les Russes, les Soviétiques d'abord et puis les Russes, les États-Unis depuis que Deng Xiaoping a pris le pouvoir, les Américains ont sorti le grand jeu avec les Chinois.
et que c'était en grand accord avec les dirigeants chinois et qu'il y a eu énormément d'investissements américains en Chine, qu'ils étaient ravis, les Américains, de trouver en Chine une classe ouvrière docile et beaucoup moins bien payée. On peut dire qu'il y a eu même un déplacement de la classe ouvrière américaine vers la Chine, que les ouvriers chinois ont joué ce rôle-là. Et pendant donc toute une période, il n'y avait aucun problème dans l'accord entre les Chinois et les Américains. Là où on voit que les choses se sont gâtées, et c'est très intéressant parce qu'on peut voir un peu le même processus avec les Russes, c'est là où les États-Unis ont dépassé la question, enfin, ont mis en question la question de la souveraineté de ces pays, économiques ou politiques ou militaires. Dans le cas de la Chine, c'est avec ces tentatives de bloquer les investissements chinois, les entreprises chinoises aux États-Unis, et tentatives où les Américains ont été suivis comme par les Européens sans poser de questions, et tentatives dans lesquelles les Chinois très légitimement se sont dit à un certain moment qu'ils allaient mettre mettre en priorité leurs propres intérêts étatiques de la même façon que font les Américains. Et on peut voir le même type de processus avec ce qui s'est passé dans les rapports avec Poutine. Donc, j'ai perdu le fil là un peu. What was the rest of the question? You got it. You got it? Okay. Then there was the question about Germany as the weak link. Yeah. That I haven't replied. On Germany, you pose a very interesting question. The answer is that even when the German state has not been in favor of American adventures, they have done it very carefully. They did it openly, of course, on Iraq, saying, and that won the Social Democrats the election. Here in France, Chirac said French troops would not be sent to Iraq. And when he turned up soon afterwards in Algeria, even Chirac was amazed at the hundreds of thousands of people, Algerians, Arab people, chanting, "Thank you, thank you, thank you." At the same time, WikiLeaks revealed that the Socialist Party leaders had visited the American embassy to apologize for Chirac and to say if we had been in power, we would definitely have marched by your side. So it's a strange world we live in. I think on the Ukraine, there's great unease within the German population as well. The highest level of opposition in opinion polls is that the Germans are not in favor of this. They know what these things can lead to. And just recently, a German general whose task was to train Ukrainian troops publicly gave an interview in which he said, "I was quite shocked at having to train these Ukrainian troops because quite a lot of them," he said, "speak in the language of the Third Reich." And he said, some even asked us, the Ukrainians, whether we had the archives of the Third Reich open because they want to study how the Third Reich's army and troops had tortured Russians. So the German guy, a decent general, I told all his other fellow generals, they were shocked. They said, "We've experienced this as well." They went to the Ministry of Defense, do nothing. But these things begin to get out. However, given who's in power in Germany today, combined governmental force, it looks very unlikely that the Germans will do anything serious against the United States. I mean, they will probably lose the next election because of it, but I think it's unlikely. It used to be a much weaker link, and it's now, so far, not a weak link at all. And that is the criminality of Putin's decision to make the war, because he's
pushed these European governments straight into the arms of the Pentagon. They've got them. How long it will take to rescue themselves, Allah alone knows, as we say. Ok, donc sur la question de l'Allemagne est une question très intéressante parce qu'effectivement, historiquement, la classe dirigeante allemande a été assez prudente dans ses rapports avec les États-Unis. On peut voir ça par exemple avec la guerre en Irak. On voit ça de façon encore plus flagrante avec la France où Chirac avait promis qu'aucune troupe française allait être envoyée en Irak pendant la guerre. Entre parenthèses, on a découvert après que une délégation du Parti socialiste est allée voir l'ambassadeur américain pour leur dire pour s'excuser pour ce qu'avait fait Chirac et pour les assurer que si les socialistes avaient été au pouvoir, ils auraient été complètement aux côtés des Américains. Mais bon, comme on sait, cette décision de Chirac avait créé une vague de sympathie énorme dans le monde arabe. Et Chirac lui-même a été surpris quand il est allé dans des pays arabes comme l'Algérie par l'accueil qu'il a reçu de la population pour cette position qu'il avait prise. Alors, donc, pour revenir à l'Allemagne, c'est effectivement une question intéressante parce que c'est le pays dans lequel, d'après le sondage, il y a la plus grande opposition à cette guerre. Peut-être tout simplement parce que les Allemands connaissent par leur propre histoire vers quelle catastrophe les guerres peuvent mener. Il y a même eu des cas intéressants où il y a un général allemand récemment qui avait la responsabilité de former les troupes ukrainiennes, qui a dit publiquement à ses collègues et à d'autres qu'il trouvait ça très compliqué parce que certains, en tout cas, de ces troupes ukrainiennes parlaient ouvertement le langage du Troisième Reich. Il paraît qu'ils ont même demandé avoir accès aux archives du Troisième Reich pour s'informer sur les méthodes de torture que les nazis ont utilisées sur les troupes russes, les prisonniers russes. Et effectivement, d'autres membres de l'hiérarchie militaire ont été très choqués et ont même exprimé le fait que des choses similaires se sont passées dans leur expérience. Mais bon, il n'y a eu aucune réaction officielle du gouvernement. Il faut dire qu'avec ce gouvernement qu'on a en Allemagne en ce moment, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. C'est un gouvernement qui est très atlantiste. Et on peut voir là le crime, le péché originel, si on veut, de ce qu'a fait Poutine avec cette guerre, qu'il a vraiment poussé les Allemands dans les bras des Américains de façon très très emphatique. Et ça va être extrêmement compliqué maintenant de s'en sortir. Oui, j'avais 3 questions, mais qui s'adressent autant à Tariq qu'à Gray, qui depuis le début de cette rencontre cache avec beaucoup de talent ses opinions inavouables. La première, c'est comment est-ce que vous analysez le rôle de la France, enfin le rôle spécifique de la France dans le conflit ukrainien, notamment au regard du fait que Macron ne cesse d'essayer d'apparaître comme quelqu'un de beaucoup plus modéré, notamment que les UK, etc. La seconde, c'est il me semble que vous faites vôtre toutes les deux la caractérisation de proxy war pour parler du conflit ukrainien, et je me demandais si vous pouviez revenir là-dessus et comment vous voyez les proxy wars jouer un rôle dans les conflits à venir. Et la troisième, c'est comment est-ce que vous analysez l'absence, pour l'instant assez totale, de mouvements pacifistes dans un contexte plus général de contestation au sein de la gauche de la tradition anti-impérialiste, très vite qualifiée de staliniste, campiste, etc. So 3 questions. How would you analyze the specific role of France in this situation where Macron is trying to appear as more reasonable pacifist? Second, mass movement at the moment. J'ai une question pour Monsieur Ali. Je crois me souvenir l'avoir entendu dire, je pense que c'était sur YouTube, que Poutine était une créature, ou du moins avait frayé avec les milieux clintoniens dans les années 90, avant de devenir président.
Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ça ou est-ce que j'ai halluciné? Une deuxième question plutôt pour Gray Anderson. J'aurais été tenté de lui demander ce qu'il adviendrait selon lui de l'OTAN si M. Poutine était remplacé par une figure un peu moins comment dirais-je, agressive au Kremlin. Mais en fait, à mon avis, la question la plus intéressante, c'est qu'est-ce qu'il adviendrait de Poutine et des Russes si l'OTAN disparaissait et que les Russes étaient contraints de négocier en face à face avec les Européens et notamment avec les Allemands. Merci. So firstly, he says he thinks he heard you on YouTube once say that Putin was a creature of the Clinton administration, was a patsy of the Clinton administration. Do you remember saying something like that? Secondly, what do you say about what would happen if Putin was not in power and there was somebody somewhat less aggressive? What would that change in the Kremlin? And thirdly, what would happen if there was no NATO? Wouldn't it be the case that Russia would have to be forced to negotiate face to face with the Europeans, particularly the Germans? Would you like to go first, Tarek, or shall I? Why don't you take this one? Maybe I'll try to respond to Macron's attitude. Is it? So concerning Macron's attitude, it seems difficult to read. I mean, he strikes me as rather inconsistent, both vis-a-vis Russia and with respect to the U.S. escalation against Beijing. I mean, what is remarkable, I think, is that whenever Macron says something semi-sensible, he's attacked viciously by the French press, and not only in France. We saw that, I think, in the case of his recent visit to China. What does strike me is that, I mean, his room for maneuver is quite constrained. I think Atlanticist sentiment in France is extremely powerful. I mean, much more powerful than it was, say, in de Gaulle's day. Not only in diplomatic circles, one remembers Macron's comments quite interesting about the deep state not too long after coming to power when he attempted a kind of modest rapprochement with Russia, but also in the military. So we didn't touch on this tonight, but I think one of the ways in which NATO is effective as an instrument of American control and hegemony in Europe is its purchase in sort of national security circles. There are a lot of officers who enjoy trips to Virginia, who owe their careers to some extent to preferment in Atlanticist milieu. It's not to be discounted. Donc sur la question de Macron, c'est assez compliqué à comprendre parce que d'abord, il a l'air assez incohérent dans ce qu'il dit et que chaque fois qu'il exprime un sentiment qui a l'air plutôt sensé, comme quand il était récemment en Chine, il subit toute une flopée de critiques ultra violentes de la presse française et ailleurs. Et il faut prendre en compte que la marge de manœuvre de Macron est très limitée. D'abord parce que la population française est beaucoup plus atlantiste, pro-atlantiste, que dans d'autres périodes. Par exemple, de façon classique, la période où De Gaulle était au pouvoir. Mais ce n'est pas seulement une question de la population, c'est aussi les appareils diplomatiques et militaires en France sont beaucoup plus intégrés dans un rapport étroit avec les États-Unis. C'est pas un sujet. Je vous rappelle par exemple les remarques assez intéressantes que Macron avait fait au début de son premier mandat, quand il essayait un rapprochement avec la Russie, où il a fait des remarques assez intéressantes sur l'état profond. Donc, c'est pas un sujet sur lequel on s'est étendu ce soir, mais je pense que c'est important de souligner qu'un des effets du pouvoir de l'OTAN, c'est en intégrant toute une partie de l'appareil des sécuritaire de l'armée, des renseignements dans le dispositif américain, où ils vont en voyage en Virginie, etc.
Et donc ça a une vraie influence. The second question is slightly bizarre, but never mind. I can't recall calling Putin Clinton's poodle on YouTube or anywhere else. I might well have referred to Yeltsin as such because of the Yugoslav war. Sorry. I don't recall referring to Putin as Clinton's poodle or his stooge. I perfectly remember saying that about Yeltsin at the time NATO intervened in the Yugoslav war, when he did act as Clinton's man, and whereas I discussed earlier, he refused crucial help to the Yugoslav government. That's one thing. Proxy means the proxy war, unless you were being sarcastic, but it basically means a war that you pretend you're fighting on behalf of someone else, but actually you're fighting it on your own behalf. So the proxy war, which NATO is fighting, they pretend they're fighting it for the Ukrainian people, leave alone freedom, etc., etc. But basically this is a war which NATO is fighting, Russia, taking advantage of Putin's decision to invade, and they want a heavy defeat against Putin so they can break up all the other little states which are still part of the, Commonwealth, the Russian Commonwealth. If Putin was replaced by a less bellicose figure, would it help? It depends. I mean, it depends who this less bellicose figure was. I mean, the big problem is that since the collapse of the Soviet Union, and long before that, that country, Soviet Union, or its successor state, Russia, has yet to produce a visionary leader. I mean, most of them were killed off in the 30s, but they haven't yet produced. I mean, Stalin was far from a visionary. He almost let the Germans take Russia, and he let the West take the European countries like Spain and Greece. And since then, it's hard to think of either a visionary leader or even a visionary set of intellectuals working underground in that country, and that is extremely depressing. I think if Putin, if the war carries on getting prolonged, the army will have to act. The most likely scenario is an army intervention, and they will put some stooge figure in charge of Russia while they actually run it. The third question as to why there hasn't been a mass anti-war movement. We only had a mass anti-war movement in the case of Iraq. Millions and millions. We've never had one since. We didn't have it for Syria. We didn't have it for the Yemen. We had small demonstrations and mobilizations. And the same with Ukraine. There have been demonstrations against the war. Stop the War's position is negotiate, end the war. And they get the last demonstration, there were about 4,000 or 5,000 people, whereas the pro-Ukrainian demonstration was even smaller, the Zelensky zealots, because they get so much support from the media, non-stop television coverage, people demanding stupid things like we should boycott everything Russian, including Pushkin and Dostoevsky and everything else, that they don't need a movement. We need a movement, and we have a small one. Maybe it will get larger. I mean, Khrushchev is the one person who sometimes could think ahead. And he threatened Britain when Britain, Israel, and France invaded Egypt in 1956. And Khrushchev threatened Britain. He said, if you carry on like this, your citizens will soon feel
are nuclear missiles. The next week after Khrushchev's threat, there were 100,000 people in Whitehall and Trafalgar Square. I'm not saying that they were just scared. They were opposed to the business anyway, including the Labour Party, which helps. And that is the only thing which might bring people out onto the streets if they understand that Britain's appalling position, wanting to be one step ahead of the Americans, could land them into trouble. Because, horrible though the thought is, the Russians could wipe out the British Islands very quickly. They would suffer, obviously. They could do it. We live in hope that these horrible things won't happen, which partially explains why David Miliband, coming back from the United States, is slightly shocked at how appalling the British position is, that he felt he had to speak up. Bon, donc sur la première question, je ne me rappelle pas du tout d'avoir dit que Poutine était un laquais de l'administration de Clinton. J'ai probablement dit cette chose sur Yeltsin, qui était effectivement et c'était effectivement le cas, et ça s'est prouvé dans le cas de la guerre en Yougoslavie, dans les termes dont j'avais parlé tout à l'heure, où la Russie a refusé une aide importante à la Serbie. Donc, deuxièmement, sur la question des guerres de procuration, je pense que c'est un concept assez clair. C'est des guerres qui sont menées soi-disant dans l'intérêt d'un autre pays. Dans le cas de l'OTAN, c'est dans les intérêts des Ukrainiens contre l'agression russe, même si on met de côté toutes les questions, les grands mots sur la liberté, etc., mais qui sont en réalité des guerres qui sont menées dans les intérêts d'un seul pays, c'est-à-dire les États-Unis dans ce cas-là. Sur la question de pourquoi on n'a pas de grands mouvements anti-guerre, je pense qu'il faut souligner le fait qu'on n'a pas eu le seul moment dans l'époque, récemment, qu'on a eu un grand mouvement anti-guerre, c'était pendant la guerre en Irak. Là, on a vraiment eu un mouvement de masse, surtout en Angleterre et dans d'autres pays, avec des centaines de milliers de personnes qui sont mobilisées. Depuis, on n'a eu que des très petites mobilisations, que ce soit pour la Syrie, sur la question du Yémen, etc. En ce moment, effectivement, le mouvement anti-guerre est très faible. En Angleterre, on a un mouvement qui s'appelle Stop the War, qui a une position sur arrêter la guerre, négociation, etc. Leur dernière manif, ils ont réussi à mobiliser 4 ou 5 000 personnes. Il faut dire que la contre-manif pro-ukrainienne était encore plus petite. Mais bon, eux, ils n'ont pas besoin de se mobiliser dans la rue parce qu'ils ont tellement de soutien unanime dans la presse, dans les médias, etc., avec même des revendications de plus en plus absurdes sur le fait qu'il faut boycotter ou enlever, canceller les œuvres culturelles russes comme Pouchkine ou Dostoïevski, etc. Donc effectivement, on a un mouvement anti-guerre qui est faible, peut-être qui va croître. Il faut dire que peut-être qu'il faudrait que la Russie menace, comme Khrushchev l'a fait en 1956, la Grande-Bretagne d'une guerre nucléaire. Parce qu'il faut dire qu'en 1956, quand Khrushchev a fait ça, il y a eu une mobilisation de masse. Pas seulement par des gens qui ont été effrayés par cette idée, mais par des gens qui étaient très sincèrement contre cette invasion de l'Égypte. Mais il y a eu 100 000 personnes et il y avait aussi le Parti travailliste qui soutenait cette mobilisation. Sur la question de est-ce que ça changerait quelque chose si Poutine n'était pas au pouvoir, il faut se poser la question de qui le remplacerait. On peut pas répondre à cette question dans l'abstrait. La chose qui est très déprimante quand on pense à la question de la Russie, c'est que ça fait des décennies que la Russie ou l'Union soviétique avant
n'a pas réussi à produire, à faire advenir un ou une dirigeante avec une vraie vision stratégique de grande envergure. On ne peut pas dire que Staline, par exemple, avait une vision stratégique de grande envergure. Il a failli même donner à l'Union soviétique aux Allemands. Et on ne peut même pas dire qu'il y a des groupes d'intellectuels qui pourraient soutenir cette vision stratégique d'envergure en Russie en ce moment. Donc c'est assez déprimant. Je pense que si la guerre continue, il n'y aura pas beaucoup d'alternatives. Si elle se prolonge et s'éternise, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'alternatives à une solution de genre de coup militaire ou de remplacement de forces de Poutine par les hiérarchies militaires russes. Okay. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup à tous les deux. Thank you very much, Granderson et Tariq Ali. Merci à Sébastien Budgen des éditions Verso pour la traduction impeccable, et puis au Cirque électrique pour l'accueil, et puis à la librairie Planetio qui vend les livres. Le bar est ouvert et il y a de quoi grignoter. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Hi, how are you? Do you need anything to drink or to eat? Beverage. To eat? No. Ah, monsieur. Bonsoir. I Je viens don't d'acheter need a votre livre. beverage. Ah, c'est comme j'en dis de votre part. Bon, je suis algérien, donc You okay? je vais le lire avec plaisir. Well, I Et donc, find eating juste, something est-ce que it's quite late. petite dédicace, si possible. Bien sûr. Vous vous appelez comment Moi-même. Do you want some charcuterie? Avec deux M? Un seul. They have some here? Yeah. En principe deux âmes, mais il y a un seul âme.